Semaine du 15 août sans Conseil des ministres, depuis hier, le président de la République se repose avec sa famille dans une villa de la Côte d'Azur. Monsieur Christian Fouché, qui fut pendant plusieurs années ministre du général de Gaulle, est mort la nuit dernière des suites d'une crise cardiaque. Il était âgé de 63 ans. Semaine chargée pour le nouveau président des États-Unis, avec l'important discours prévu pour ce soir devant le Congrès américain et le choix d'un vice-président. Alors que de nouvelles violations du cessez-le-feu sont enregistrées à Chypre depuis hier, la conférence tripartite de Genève se trouve dans l'impasse. Les feux de forêt se multiplient en Corse et dans le sud-est de l'Hexagone. 60 foyers d'incendie allumés hier dans l'île de Beauté, dont un nombre important est le fait d'actes criminels. Retour sans triomphe des athlètes français qui ont participé, sans plus, à la rencontre triangulaire de Stuttgart avec l'Allemagne de l'Ouest et l'URSS. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. En France, nous entrons aujourd'hui dans la semaine généralement la plus calme en ce qui concerne l'information et surtout l'actualité politique. C'est en effet jeudi prochain, le 15 août, et le grand pont annuel qui caractérise la fête de l'Assomption. Il n'y aura pas de Conseil des ministres mercredi prochain. Le président de la République se trouve en vacances depuis hier dans une villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Depuis hier, la villa est naturellement assiégée par les journalistes et les photographes et le président Giscard d'Estaing a promis de dire quelques mots dans l'après-midi. C'est dans le courant de la matinée que l'on a appris la mort de M. Christian Fouché. M. Christian Fouché, qui se trouvait en vacances à Évian, est décédé hier soir à Genève où il avait été transporté d'urgence après avoir été frappé par une crise cardiaque. M. Fouché était âgé de 63 ans et avait été pendant 6 ans ministre du général de Gaulle. Nous ne pouvons pas rester où nous en sommes, mais le choix qui s'impose à nous va dominer notre destinée. En plus des risques internes, il y a des risques extérieurs qui ne permettront pas de longues hésitations. Ou la réforme de la société française, ou la démission de la France. Jamais ce dilemme n'a été plus vrai. C'était sa dernière intervention publique. Jusqu'au bout, Christian Fouché a été le symbole même de la fidélité gaulliste. Une orthodoxie presque excessive pour certains et dont il a fait preuve sans le moindre accroc pendant toute la carrière politique. Après des études à Saint-Germain-en-Laye où il était né, sa rencontre avec le gaullisme a lieu en juin 40. Le capitaine Fouché est alors l'un des premiers compagnons du général de Gaulle. Après la guerre, Christian Fouché se consacre entièrement au gaullisme, c'est-à-dire au RPF, dont il préside le groupe parlementaire. En 1954, Pierre Mendès France le choisit comme ministre des Affaires marocaines et tunisiennes. 1958, De Gaulle revient au pouvoir. Il le nomme ambassadeur à Copenhague et en 1961, Fouché devient président de la commission exécutive des 6 du marché commun. C'est à ce titre qu'il propose un plan de coopération politique qui porte son nom et qui d'ailleurs échouera. En 1962, année difficile de l'indépendance algérienne, il a un poste délicat, il est haut-commissaire de France en Algérie. Après un bref passage au ministère de l'Information, Christian Fouché s'installe à l'Éducation nationale dans le gouvernement Pompidou de décembre 62. Il y restera plus de 4 ans, un record dans longévité. En 68, il est ministre de l'Intérieur, une fois de plus une place inconfortable, puisqu'éclatent les événements de mai. Ce sera le dernier poste ministériel de Christian Fouché. Désormais, sa carrière politique est celle du simple député de Meurthe-et-Moselle, siège qu'il a conquis en 1967 et qu'il ne devait plus perdre. Très marqué par le départ puis la mort du général de Gaulle, Christian Fouché quitte l'UDR en 1971. Il tente sans grand succès de créer un mouvement de fidélité aux principes gaullistes, le mouvement pour l'avenir du peuple français. Son dernier acte politique aura été sa candidature au présidentiel, à laquelle il renonce finalement en faveur de Jacques Chaban-Delmas. À l'Assemblée nationale, M. Christian Fouché sera remplacé par M. André Picot, viticulteur, maire de Lucé. Aux États-Unis, c'est un début de semaine très chargé qui commence pour le président Gerald Ford. On attend d'abord pour ce soir le discours du nouveau président devant les 2 chambres du Congrès.
Et puis sans doute d'ici à la fin de la semaine, on connaîtra le nom du nouveau vice-président des États-Unis. Hier, le premier dimanche du nouveau président américain a été en fait très public, puisque celui-ci avait invité nombre de photographes et de caméramens à la maison. C'est ainsi que l'on a appris que M. Ford était passionné de natation. Plus tôt dans la matinée, avec sa famille, le président Ford s'était rendu à la messe dominicale, sa première sortie en public depuis son accession à la présidence des États-Unis. C'est dans cette église de la banlieue de Washington, à Alexandria, où il réside toujours en attendant de s'installer à la Maison-Blanche, que le président Ford, son épouse Betty et leur fille Suzanne ont assisté hier au service religieux. Jour du Seigneur, mais jour non chômé pour le nouveau président américain. Après un bref passage chez lui, il s'est rendu à la Maison-Blanche pour préparer l'examen de passage qu'il doit subir ce soir devant les deux chambres du Congrès. Dans le discours qu'il prononcera cette nuit, il expliquera plus en détail comment il compte gouverner le pays pendant les 2 ans et demi qu'il va passer à la tête de l'État. On sait déjà qu'il veut assurer la continuité de la politique étrangère de Nixon et c'est dans ce but qu'il a gardé à ses côtés l'illustre Henry Kissinger. En 48 heures, il a aussi envoyé une centaine de messages à des chefs d'État ou de gouvernement pour les assurer de cette continuité. Sur le plan intérieur, il mettra surtout l'accent sur la lutte contre l'inflation. Les sondages récents ont montré que c'était pour les Américains un sujet de préoccupation plus grand que la crise de Watergate. Et parce que cette crise a traumatisé les États-Unis, il ne manquera pas de lancer un appel à l'union de tous les Américains. Le président Ford ne profitera pas de ce discours pour annoncer la désignation du nouveau vice-président. Il n'a pas encore fait son choix et continue d'étudier une liste de 15 noms environ, parmi lesquels il y aurait des démocrates et même des femmes. Ce matin encore, il y a eu du retard pour reprendre les négociations sur l'avenir de Chypre à Genève. Depuis jeudi dernier, Grecs et Turcs, que semblent arbitrer les Britanniques, se livrent à la comédie classique des négociations diplomatiques traditionnelles. On menace, on propose, on accuse, on cède un peu, on affirme, on se rétracte, on menace encore. Le ballet peut apparaître parfois comme un jeu de salon ou une joute académique, mais c'est bien de l'avenir de Chypre qu'il s'agit, et aucun des négociateurs ne l'oublie. À Chypre, depuis maintenant 3 semaines, et avec quelques interruptions, c'est la guerre. Des milliers de personnes ont été déplacées. En catastrophe, les gens doivent quitter leur maison. Les hommes connaissent souvent l'angoisse d'être séparés de leur famille. La vie économique ne va pas reprendre réellement avant des mois. Les explosions sont nombreuses. Les troupes sont encore déployées dans les campagnes. Il n'est pas possible de rejoindre son travail, sa boutique ou les champs. Aucune possibilité d'agir sur l'avenir. L'avenir se joue à Genève. Le quotidien, ce sont les fouilles. Les soldats turcs contrôlent des zones cypriotes grecques. La garde nationale chypriote grecque s'est installée dans d'anciens quartiers turcs. Pour essayer de limiter les dégâts, il y a les troupes des Nations Unies qui cherchent à faire respecter les cessez-le-feu qui ont été successivement décrétés et successivement violés. Pour tirer, les soldats des Nations Unies doivent recevoir une autorisation expresse de leur commandement. Alors la plupart du temps, ils se contentent de compter les points, d'informer, de distribuer des blâmes. Vendredi et samedi, la trêve avait été respectée à Chypre. Hier, les tirs de mortier ont repris, et pourtant sur le terrain, les arguments développés à Genève ont un sens. Lorsque M. Turan Güneş, par exemple, le ministre des Affaires étrangères turc, réclame la création d'une fédération à Chypre, c'est parce que la communauté turque, qui est minoritaire, 20% de la population, sait que c'est sa seule chance de survie. Les Grecs, eux, réclament autre chose, et ils savent également pourquoi. L'Europe des Neuf reconnaît officiellement le gouvernement de Guinée-Bissau, annonce ce matin le ministère des Affaires étrangères français. Reconnaissance qui intervient avant même la prochaine admission de ce pays aux Nations Unies. Sur place, les nationalistes guinéens attendent l'indépendance dans le calme. Ils ont décidé de ne pas célébrer officiellement leur libération, estimant que l'indépendance est un fait acquis depuis la reconnaissance par plusieurs pays de l'État de Guinée-Bissau. Argentine, les guérilleros reprennent l'initiative. À Cordoba et à Catamarca, 2 villes de l'intérieur, des commandos armés groupant plusieurs dizaines d'hommes attaquent une caserne et un entrepôt militaire. 3 guérilleros et un soldat sont tués. Les assaillants se retirent en emmenant 2 otages militaires et une centaine d'armes. Près de Buenos Aires, enfin, une bombe incendiaire a une nouvelle fois endommagé les locaux des usines Renault. Dans la seule journée d'hier, plus de 12 000 hectares de forêt ont été la proie des flammes en Corse.
pas moins de 60 foyers d'incendie se sont déclarés ou développés dans l'île de Beauté. La situation a été considérée comme suffisamment sérieuse pour que le ministre de l'Intérieur décide d'envoyer en Corse un renfort de 3 compagnies de militaires spécialisés dans la lutte contre le feu. Le préfet de la Corse a lancé hier un appel de prudence, mais il a également révélé que plusieurs de ces incendies avaient des origines criminelles et que l'on avait vu plusieurs personnes mettre le feu. Dans les Bouches-du-Rhône également, plusieurs incendies se sont développés hier. L'un d'entre eux faisait toujours rage ce matin aux alentours de Pérols. Mais dans l'ensemble, la nuit a été relativement calme sur les divers fronts de ces incendies. Cela dit, l'importance que prennent cette année ces feux de forêt et les révélations faites notamment par le préfet de la Corse concernant l'origine criminelle de plusieurs de ces incendies nous amènent à nous poser un certain nombre de questions, ce que nous allons faire dans un instant. Espoir en Corse, le vent s'est calmé cette nuit et la progression du feu a été dans l'ensemble enrayée. Dans les Bouches-du-Rhône, 4 feux se sont déclarés cette nuit dans la région de Mérargues-Pérols. 3 de ces feux ont été maîtrisés grâce à l'intervention des marins-pompiers de Marseille. Le 4e feu était toujours combattu ce matin aux abords de Pérols. En Corse, dans la vallée du Golo, un foyer poursuit sa progression et les Canadaires n'ont pu intervenir en raison de la fumée et des turbulences. Ces incendies n'ont pas épargné les 2500 sauveteurs, pompiers, soldats, gendarmes et CRS, obligés d'être depuis plusieurs jours partout à la fois. Aussi, devant la gravité de la situation, M. Poniatowski, le ministre de l'Intérieur, a décidé hier d'envoyer en Corse 3 compagnies de militaires spécialisés dans la lutte contre le feu. Près de 400 hommes qui vont ainsi renforcer les effectifs des sauveteurs déjà sur place. Jamais les feux de forêt en Corse n'ont pris de telles proportions en si peu de temps, ont déclaré les pilotes des Canadaires qui sont eux aussi très fatigués. Bon, l'imprudence à bon dos, hein, parce que vous savez, souvent on dit un automobiliste jette le mégot par la portière ou une allumette enflammée, ça peut arriver. Hein. Mais j'y crois pas. Oui, il y a aussi des gens que le feu arrange un peu. Voilà, oui, par exemple, les propriétaires, il y a des propriétaires de chasse gardée. Ils font du repeuplement, par exemple, vous voyez. Oui. Eh bien, ils empêchent les chasseurs de rentrer chasser, de ramasser les champignons, alors automatiquement. Un jour ou l'autre. Il y en a qui profitent du Mistral parce que c'est toujours par Mistral. C'est ce qui fait dire que souvent ces incendies sont criminels parce que ça arrive toujours par Mistral. 12 000 hectares de forêt et de maquis ont brûlé, pas moins d'une 60aine de foyers. Il y a de quoi s'inquiéter. En effet, les moyens déjà mis en œuvre suffiront-ils si les foyers d'incendie se multipliaient dans les semaines à venir? Effectivement, Monsieur Foulquet, vous êtes directeur national de la protection civile. Est-ce que vous avez l'impression que cette année, les incendies sont nettement plus importants que les années précédentes? Il faut attendre la fin de la saison pour vous répondre exactement. À ce moment-ci de l'année, je puis effectivement être inquiet avec vous et avec tout le monde sur le développement extrêmement rapide des feux de forêt depuis le début du mois d'août. Mais si l'on examine ce qui s'était passé du 1er janvier au 1er août, par rapport aux années précédentes, on se rend compte que 4000 hectares seulement avaient été brûlés dans le sud-est méditerranéen et en Corse au 1er août, contre 8000 l'année dernière et 37 000 en 1970, qui fut une année, hélas, très chaude. Alors, au 12 août, la date d'aujourd'hui, effectivement, nous avons rattrapé le retard, si je puis dire, hélas, et nous sommes très en avance par rapport aux feux de forêt de l'année dernière. Voyez-vous, c'est la conjonction de 2 éléments contre lesquels nous ne pouvons rien. Le vent, qui a soufflé, Mistral et le Libeccio en Corse, qui ont soufflé pendant 4 jours à des vitesses considérables, dépassant les 100 km/h par instant, et la sécheresse, l'état de sécheresse du sol et du sous-sol. Nous avons ces 2 éléments réunis, alors acte criminel ou pas, le feu démarre. Un seul tesson de bouteille, un morceau de verre dans la forêt suffit à provoquer un départ de feu. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point. Il y a eu des actes criminels, le préfet de la Corse l'a dit. Voyez-vous, sur ce sujet, le préfet sera beaucoup mieux placé que moi pour vous répondre. Je dois reconnaître que nous sommes, comme d'ailleurs nos voisins les Italiens ou les Espagnols, dans l'impossibilité de dire ce qui se passe pour 60% des causes des feux. 60% des origines de feu sont inconnues. Et dans ces 60%, il y a bien entendu
la malveillance, il y a la maladresse, il y a les inconséquences des uns et des autres. On a donné beaucoup de conseils déjà nous-mêmes à 24 heures sur la une. Si vous en aviez un qui vous vient à l'esprit comme ça. Eh bien, je crois qu'il faut associer de plus en plus la population à ce service que nous essayons de faire et qui s'appelle la surveillance et qui s'appelle la lutte contre les feux de forêt et les secours. Je crois que la population doit se sentir concernée très directement par tout ce problème et qu'elle doit agir à tous les niveaux pour nous aider, notamment au niveau de la surveillance des points de départ des feux, pour que les secours interviennent plus rapidement que possible. Une dernière question, Monsieur Foulquet, l'importance des moyens qui ont été mis en œuvre. Oui, l'importance cette année est considérable. Le gouvernement et Monsieur le ministre de l'Intérieur ont voulu que nous soyons en mesure de répondre à toute éventualité. Notamment en Corse, nous avons mis, comme on dit, le paquet, puisque plus de 800 hommes militaires et éléments de la protection civile de Brignoles sont sur place, tous spécialisés dans les feux de forêt, ce qui double pratiquement le personnel des sapeurs-pompiers locaux, volontaires ou professionnels qui sont en Corse, qui sont au nombre de 800. Si bien que nous avons à pied d'œuvre actuellement environ 1600 de personnes qui luttent contre le feu, plus évidemment tous ceux qui veulent bien à la population parmi les touristes donner un coup de main au point de vue, je le répète, essentiellement de la surveillance. Bien, Monsieur Foulquet, je vous remercie beaucoup. Un avion de fabrication soviétique, un Ilyushin 18 volant en Afrique pour le compte de la compagnie Air Mali, s'est écrasé la nuit dernière près de Ouagadougou, la capitale de la Haute-Volta. L'avion s'est posé en catastrophe sur une route après avoir eu des ennuis mécaniques et était tributaire également de mauvaises conditions atmosphériques. Il y avait 62 passagers à bord, il y a 14 rescapés. L'avion avait comme destination finale la Mecque. Août ou septembre, peu importe, vous serez encore plus nombreux à goûter les joies de la pêche et de la plongée sous-marine. Si l'on en croit les statistiques, au moins 10% de plus qu'en 1973, c'est l'augmentation du nombre des licenciés inscrits à la Fédération nationale des sports sous-marins. Vous allez donc découvrir pour la première fois ce monde du silence, sans connaître peut-être les règles élémentaires de politesse et de sécurité qu'il faut respecter vis-à-vis de ce nouveau compagnon de vacances. Je pense que s'il y avait un conseil à donner à un débutant, c'est en tout premier lieu de ne pas commencer cette activité tout seul. En second lieu, de se méfier du prosélytisme et du camarade ou du copain qui soi-disant connaît bien la question mais qui n'est pas moniteur. Et je pense qu'en conclusion de ce que je viens de dire, la meilleure façon d'aborder la plongée pour un néophyte, c'est de l'aborder au sein d'un club de plongée et d'une école de plongée. L'école ou le club sont donc indispensables, mais il y a aussi, et on l'oublie un peu trop souvent, la condition physique. En d'autres termes, êtes-vous médicalement un bon candidat à la plongée? Pensez-vous qu'au niveau général, l'information soit suffisamment bien faite pour tous les problèmes de plongée? Je ne pense pas. Je crois qu'à l'heure actuelle, le public, le grand public tout au moins, est encore insuffisamment informé des dangers assez sournois, je dois dire, que recèle la plongée touristique, et des visites médicales très soignées doivent être faites au préalable pour tout candidat à la plongée. Plongée touristique ou chasse sous-marine, les critères sont donc les mêmes, avec en plus pour les chasseurs un choix à faire, celui des différents matériels qui leur sont proposés en vente libre dans le commerce. Pour le néophyte, c'est un risque supplémentaire, celui de commettre une erreur. Les règles de sécurité, personne ne doit les ignorer, même les plongeurs confirmés qui ont derrière eux, ils l'oublient toujours un peu, une année de travail et donc une année de fatigue. Je pense qu'un plongeur confirmé ou initié a quand même toujours intérêt, dans un premier temps, à se réadapter avec l'élément. C'est votre première plongée de la saison. En conséquence, nous allons faire une plongée limitée en profondeur. Nous ne dépasserons pas une vingtaine de mètres, limitée dans le temps, une vingtaine de minutes. Et bien entendu, et traditionnellement, vous allez faire les petits exercices de sécurité qui vont de pair avec cette adaptation.
a des règles de navigation qui concernent les usagers de la mer et en particulier les possesseurs de canots automobiles. Lorsque on a des plongeurs en immersion, ces plongeurs sont signalés par un pavillon officiel que vous voyez là, qui est le pavillon Alpha. Ce pavillon, dans le Code international de la pavillonnerie maritime, signifie exactement « J'ai un scaphandrier en immersion, tenez-vous à l'écart et avancez lentement ». Or, en France, nous avons l'habitude de doubler ce pavillon qui est absolument méconnu de la plupart des plaisanciers par un pavillon rouge à diagonale blanche qui est le pavillon de la CMAS et qui signifie la même chose, j'ai des plongeurs en immersion. De sorte que lorsque on a des plongeurs qui remontent d'immersion, ils peuvent se trouver nez à nez avec des canots à moteur qui justement ont été attirés par le bateau au mouillage ou qui parfois même, c'est le comble, viennent voir de près ce que signifie ce pavillon. Oui, triste bilan en vérité que celui de la rencontre triangulaire qui a opposé hier à Stuttgart la France, l'Allemagne de l'Ouest et l'URSS. Nos athlètes ont été dominés dans toutes les épreuves. La seule consolation, c'est peut-être ce nouveau record junior établi par Philippe Bobin. À quelques semaines des championnats d'Europe qui vont se dérouler à Rome, les athlètes français feraient bien de se ressaisir pour autant que cela soit possible. Dans la grisaille de Stuttgart, les athlètes français ont passé un bien mauvais week-end. À 3 semaines des championnats d'Europe, ce match contre les Allemands et les Soviétiques a souligné cruellement les faiblesses de notre athlétisme. Il suffit que Nallet manque sa course en heurtant une haie dès le départ, que Bonhem ne réussisse pas sa performance habituelle à la longueur, que le franco-américain Philippe ne soit pas au mieux de sa forme ou commette une erreur tactique. Bref, il suffit de la méforme ou de la malchance de quelques vedettes pour que rien n'aille plus. Derrière ces vedettes, en effet, pour l'instant, la relève se fait attendre. Pas un seul minima qualificatif pour Rome n'a été réalisé à Stuttgart. Et le handicap des intempéries n'explique pas tout. Combativité, courage, volonté, c'est Marie-France Dubois qui a donné l'exemple hier en tenant tête dans le 1500 mètres à la soviétique Bragina, qui n'est autre que la recordwoman du monde de la distance. À Stuttgart, il n'y a pas eu donc, heureusement, que des déceptions. Bonnet, par exemple, au saut en hauteur a terminé 3e, mais en réussissant la même performance que le vainqueur Chapka, soit 2,14 m. 7,82 m pour De Roche, à la longueur, 13 minutes 43 secondes 4 dixièmes pour Kéroche aux 5000 mètres, autant de performances réalisées sous une pluie battante et qui pourraient valoir à leurs auteurs un billet pour Rome. Et puis une franche satisfaction, le relais 4x100 mètres s'impose Aram Cherrier-Chauvelot. Cherrier s'est révélé comme un vireur de très grand talent, un relais perfectible. Il a 3 semaines pour s'améliorer. À Rome, il faudra courir en moins de 39 secondes pour prétendre au podium. Quant à Drut, sa défaite contre l'Américain Foster n'est plus qu'un mauvais souvenir. Regardez plutôt, le vice-champion olympique est pratiquement revenu à son meilleur niveau. Hier, personne n'aurait pu le battre, même pas Foster. Il est le seul athlète de valeur très sûre. En cette période de vacances où beaucoup d'entre vous font de la route, il est une polémique qui revient souvent à la surface, c'est celle qui concerne les routiers. D'autant que plusieurs faits divers récents ont rappelé combien les poids lourds pouvaient être dangereux. Le grave accident de Châlons-sur-Marne il y a quelques jours, par exemple, où 3 poids lourds qui faisaient la course à 100 à l'heure, un accident qui s'est terminé par un mort. C'est bien sûr un fait divers isolé, mais qui doit inciter les routiers qui nous écoutent à une plus grande prudence. Eux-mêmes connaissent d'ailleurs certains problèmes, et l'une de nos équipes s'est embarquée sur un routier pendant toute une journée. Il existe en France 34 000 entreprises de transport. 8% seulement fait du transport international routier. Parc total routier, 1 700 000 camions, 80 000 chauffeurs de grande distance. De Paris à Ravenne, une semaine de la vie d'un chauffeur international. Roger Guyard, 43 ans, marié, sans enfant, salarié dans une entreprise de transport en Haute-Savoie. Ça fait combien de kilomètres? Oh, kilomètres, je pense 80 000 par an. Alors vous voyez,
1,5 million, quoi. Il faut faire le plus de kilomètres le plus vite possible parce qu'il doit y avoir une question de rentabilité. Pour le transporteur, il y a l'usine des fois qui attend la matière première, ou sans quoi il y a 50 ou 100 personnes dans l'usine qui sont bloquées à cause de ça, quoi. Quand vous n'avez pas dormi, c'est là le plus dangereux au petit jour. Hein. Il y a un accident. C'est les travaux, chef? Accident? Qu'est-ce que c'est, un camion, non? Depuis le 1er octobre 71, vitesse limite des poids lourds de plus de 19 tonnes, 80 km/h au lieu de 60 auparavant. La route transporte plus que la SNCF, elle est aussi plus dangereuse. Les poids lourds ont été impliqués dans 6,5% des accidents en 72. Proportionnellement, ces accidents causent 2 fois plus de morts que les autres. 21 tués pour 100 accidents au lieu de 13 en moyenne. Faut pas croire, mais un camion, il tient moins la route qu'une voiture. Hein. Non, on est conscient de nos trucs, on sait bien qu'on a quand même 38 tonnes derrière, on sait bien que ça s'arrête pas comme ça. Conduire une semi, c'est à la portée de tout le monde. Il faut son permis de touriste, son permis de poids lourd, et en plus, s'il veut conduire un super-remorque, quoi, ou un camion articulé, c'est-à-dire un camion remorque, il faut le permis E. Ça lui donne le droit de conduire une remorque qui fait plus de 750 kg. C'est-à-dire ça peut aller de la caravane de 800 kg jusqu'aux 38 tonnes. En juin 1973, 2 mesures importantes prises par le gouvernement. Interdiction aux poids lourds de rouler le dimanche entre 6h et 22h. Création d'un permis de conduire spécial pour les poids lourds de plus de 19 tonnes. Pour les nationaux, le temps de conduite, c'est 54 heures par semaine, et les internationaux, c'est 48 heures. Le carnet de route, c'est ce qui nous donne exactement le temps de travail, et puis c'est vérifié par les gendarmes, par l'inspecteur du travail. On doit donner l'heure de départ, on n'a pas le droit de faire 4 heures de route. Au bout de 4 heures, il faut qu'on se repose une demi-heure, et après on a encore une période de 4 heures, vous voyez. Enfin, on ne doit pas dépasser au total 12 heures par jour, y compris les heures de repos, quoi. De toute façon, tout le monde le sait que je suis une vaste blague. C'est la seule route, là, pour le Montry, hein. Ça se trouve, à Nibel, il a pas fait sûr, tous les éléphants. Mon salaire par mois, moi, sans prime, sans rien tout, c'est 1300 francs. Puis là-dessus, alors, il y a des primes. Il y a, par exemple, 30 francs de primes d'accident. Il y a des primes au kilomètre. J'ai 4 centimes jusqu'à 6000 km. Et au-dessus de 6000 km, j'ai 6 centimes jusqu'à perpète, quoi. Mais on va jusqu'à 10 11 000 km par mois, quoi, maximum, en international. Sans compter les frais de déplacement, naturellement, quoi. Ça va jusqu'à 2100 francs à peu près. Ah, j'envie pas le gars qui est en usine, hein. Dire que lui, le soir, à 6h, il est chez lui, hein. Mais quand même, c'est déjà pas à la portée de tout le monde de vivre avec la nature. Albanaise, ah non, Robégio, hein. Le 1er janvier 1975, tous les poids lourds de plus de 19 tonnes devront être équipés d'un contrôlographe. Ceci est un règlement européen. Si le mouchard a été imposé comme il doit être imposé, pour nous, par exemple, un ancien comme moi, c'est une révolution dans le boulot, ça. Je crois que le nom scientifique s'appelle un contrôlographe. Ça équivaut à la boîte noire dans un avion. On voit la vitesse, on voit les heures, on voit tout là-dessus. Mais alors, question d'heure, j'ai roulé 18 heures, là, automatiquement, je suis en infraction. Plus je roule, plus je gagne ma vie. C'est un cercle vicieux, ça. Cercle vicieux, alors comment faire, puisque les primes représentent 40% du salaire? Vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'on ne peut pas s'amuser à faire 14-15 heures par jour. C'est pas du travail. Il faut qu'on arrive à travailler comme tout le monde travaille, comme un ouvrier d'usine, comme tout le monde, et qu'on arrive à gagner notre vie en faisant des heures normales. Le garçon qui est payé au kilomètre, il va passer 2 jours en douane, il va rien gagner. Il va être obligé de vivre sur l'argent de son fixe. Tu fais un Paris-Turin, par exemple, il faut déjà une matinée à Gare au Nord.
Une journée à Gare au Nord. Hein? Une matinée, c'est rare. Hein? Bon, tu perds déjà 2 jours en douane. Hein? Dans une semaine. Tu perds une 3e journée avec les formalités qu'il y a aux frontières. Hein? Regarde qu'il est au Mont Blanc. Hein? La prime au kilomètre, c'est la carotte de l'âne. C'est sûr. C'est beaucoup travaillé, c'est beaucoup roulé pour beaucoup gagner. Ce qu'il faudrait, c'est un statut du chauffeur routier. Déjà. Si j'avais une classification professionnelle, le problème des primes, j'aurais beaucoup moins sur les salaires. Le gars qui ramasse les poubelles, il va rouler toute la matinée à 2 à l'heure. Qu'est-ce qu'il aura fait comme kilomètre? Il n'a aucune expérience du métier, rien du tout, le gars. Eh ben, c'est quand même un chauffeur. Il est classé exactement pareil que nous. Là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui lâche là-bas. Regardez la marche. Ça leur travaille la gueule, la remorque, hein. Regardez la remorque, comment qu'elle vrille. Avant, c'était bon ce métier-là, c'était un peu un métier pionnier. Plus ça va, plus ça devient triste. Hein. Moi, je crois qu'ils vont faire peut-être comme en Amérique. C'est les relais de camions. Le gars, il ira de Paris à Lyon, il donne son camion à un autre, et ainsi de suite, quoi. Oh, il y aura peut-être plus de rentabilité pour les patrons. Ce sera l'horloge, quoi. Il n'aura jamais le même camion, le gars, quoi. Ça sera un chauffeur autobus. Pas humain, ça. Vous les verrez au volant, les gars, des automates. Si demain matin, on me dit que c'est comme ça, laisse tomber tout de suite. Comme il se doit, la bourse commence par une séance très creuse, la semaine la plus creuse de l'année. Il ne se passe pas grand-chose, vous le verrez, ni sur le marché des valeurs, ni sur le marché de l'or. Seul fait à signaler peut-être, l'argent au jour le jour a monté légèrement. On a fait 14% sur le marché monétaire ce matin, mais les professionnels disent que c'est pour des raisons techniques et qu'on devrait rebaisser rapidement. En tout cas, les boursiers n'osent pas prendre d'initiative. Ils se demandent calme également, vous pouvez le voir sur le marché des changes, le dollar à 4,75, pas de grosses variations. Les boursiers n'osent pas prendre d'initiative, ils se demandent comment se passera la rentrée, et de plus en plus de gens pensent que la rentrée sera calme sur le plan des affaires. C'est ce que disaient les commerçants de détail récemment, c'est ce que disent maintenant les commerçants de gros, qui disent, comme leurs collègues, que la baisse des prix va probablement commencer à se faire sentir vers la rentrée et que l'activité, elle aussi, va baisser. Les valeurs étrangères, Siemens plus 4. Siemens vient pourtant d'arrêter le fonctionnement d'un prototype de réacteur atomique à eau lourde avec une filière au gaz naturel, à l'uranium naturel au départ qu'on a enrichi progressivement, mais les résultats n'ont pas été ceux qu'on escomptait et Siemens a annoncé qu'on allait probablement arrêter la construction de tels réacteurs. L'ensemble des professionnels comptent bien évidemment sur les États-Unis pour relancer l'activité. On dit que le président Ford pourrait prendre des mesures, mais beaucoup d'économistes américains, eux, disent qu'il est beaucoup trop tôt pour envisager une relance de l'économie, que l'inflation est encore beaucoup trop rapide, donc il ne faut rien faire pour l'instant. Péchiney-Kuhlmann en légère baisse. Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 1974 est en progression très sensible, de l'ordre de 43%, et a signalé également pour le marché de l'aluminium que British Aluminium, à son tour, vient d'augmenter ses tarifs de 7%. Alcan, le premier producteur canadien, avait augmenté lui aussi les siens très récemment, donc la tendance est à la hausse, semble-t-il, chez les producteurs d'aluminium. Vous avez remarqué Citroën au passage, peu de variations sur le titre. Citroën SA, le holding, a vu ses revenus baisser pendant les 6 premiers mois de 1974 et les filiales ont elles aussi des chiffres d'affaires qui sont en légère baisse, à l'exception de Berliet qui a augmenté son chiffre d'affaires pendant le premier semestre. Pour rester dans l'automobile avec Peugeot, pour les 6 premiers mois a annoncé un chiffre d'affaires hors taxe en augmentation sensible. Et en même temps, on sait que Peugeot, pour son usine de Mulhouse, est en train de rechercher 500 ouvriers qui, semblerait-il, sont relativement difficiles à trouver sur le marché du travail en ce moment.
Sur le marché de l'or, des variations assez légères. On est en très légère hausse, mais cela peut s'expliquer par la tenue relativement ferme du dollar à Londres. En tout cas, vous le voyez, les variations aussi bien sur le kilo que sur les pièces sont extrêmement limitées. Sur le marché de Londres, puisque je vous disais un mot du marché de Londres, eh bien, les boursiers londoniens ont encore moins le moral que les boursiers français. Ils s'inquiètent des projets du gouvernement en matière de nationalisation. Ils s'inquiètent aussi des projets de cogestion qui semblent se faire jour un petit peu partout dans les milieux officiels britanniques. Et pour l'instant, la bourse de Londres va très mal. Elle reste toujours dans ses cours les plus bas depuis une quinzaine d'années. Sur le Pinaghiscar 465,50, on est en légère hausse sur le cours, sur le dernier cours, puisque je crois qu'on cotait 463,50. Donc on gagne 2 francs sur le Pinaghiscar. Mais je le répète, une séance extrêmement creuse. Voilà ce qui n'était pas le cas de notre journal, qui est maintenant terminé. Je vous souhaite un bon après-midi et je vous donne rendez-vous à ce soir, 19h45. Au revoir.